Bonjour et bienvenue dans Good Morning CHU. Aujourd'hui en compagnie de Cléophée, Manon et moi-même Zoé, nous accueillons le slammer et rappeur Maras. Bonjour Maras. Bonjour. Tout d'abord, on aimerait savoir quelles sont vos origines. Mes origines, alors en fait elles sont assez mélangées puisque même si je suis né en France, j'ai un père d'origine espagnole et une mère d'origine algérienne. Et bon, c'est un peu ce qui en même temps en France on est habitué maintenant au fur et à mesure des générations à avoir des personnes qui viennent de familles qui sont d'autres pays, et c'est ce qui fait un peu le charme du nôtre, donc voilà. Merci. Alors d'où êtes-vous venu cette passion ? La passion du... Alors en fait, la passion du rap, ça a commencé par là. J'étais en terminale, j'avais 16 ans, et mon meilleur ami, il rappait, et quand il rappait, souvent, comme on était encore jeune, on n'avait pas de salle de concert ou de studio ou quoi que ce soit, et donc tous mes potes rappaient chez lui. Et j'étais le seul à pas rapper, et je les regardais et j'étais un peu frustré, jaloux de pas pouvoir faire la même chose qu'eux. Et au bout d'un moment, à force de les voir rapper, je me suis dit « Wow, j'ai envie de participer ». Et un jour, je suis pas venu avec un texte parce que j'en avais toujours pas, c'est venu avec une pulsion, tu sais, c'est comme si tu voyais des gens sur un terrain de foot en train de jouer, et d'un coup tu es sur le banc de touche, tu te lèves et tu fonces sur le terrain alors que c'est pas à toi. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai demandé à rapper alors que j'avais rien préparé, et ils ont tous été étonnés. J'ai pris le micro et j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. C'était vraiment nul, c'était éclaté, c'était d'un très mauvais niveau, mais je l'ai fait à ce moment-là, et c'est comme ça que m'est vraiment venue la passion du rap et de l'écriture ensuite, quoi. Voilà, donc c'est vraiment par l'amitié d'abord que c'est venu. Et ensuite, à force de pratiquer, j'ai vraiment aimé le fait d'écrire, de déclamer des textes, mais c'était pas facile au début puisque très souvent j'ai été confronté à des situations où j'avais le trac, où j'arrivais pas à faire mes prestations sur scène face à un grand public puisque j'avais commencé dans la chambre d'un pote en fait. Donc quel est votre âge ? Mon âge il a changé hier justement. J'avais 32 ans au moment où tu as dû préparer ton interview, et hier j'en ai eu 33. Voilà, donc maintenant j'ai 33 ans. Merci, très bien. Joyeux anniversaire. Ouais, merci. On se demandait aussi si vous viviez de votre passion, du coup, ou si vous faisiez autre chose à côté. En fait, pendant longtemps, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais les parents ils disent souvent si jamais vous avez peut-être eu des vocations artistiques ou des vocations qui sont un peu différentes de ce qui se fait habituellement, les enseignants ou tous les adultes un peu, ils disent ouais, faut pas faire ça, tu vas pas pouvoir en vivre, et on essaie de te transmettre un travail plus conventionnel. Donc j'ai écouté ces conseils-là qui venaient de mes parents au début, et même quand j'ai commencé à devenir un pro dans ce que je faisais, c'est-à-dire j'avais signé un contrat chez Universal à un moment, et malgré tout j'ai toujours eu la pression parentale qui me disait continue tes études. Donc pendant longtemps j'ai été banquier, j'ai travaillé en Allemagne, à Francfort, à Hambourg. Ensuite j'ai travaillé en Afrique, dans les finances toujours, et il y a eu un moment où je me suis dit il faut faire ce que j'aime quand même, ou il faut que j'essaie. Si ça rate, tant pis, mais au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets. Et donc en novembre 2016, j'ai tout arrêté et je me suis vraiment consacré à mon art. Je suis revenu habiter en France, et là, il me semble que depuis, j'ai pas vraiment eu besoin d'exercer un autre métier ou une autre activité que celle d'artiste pour réussir à gérer mon quotidien. Cependant, je te cache pas que j'ai des mois parfois qui sont très difficiles. C'est pas non plus quand on n'est pas Rihanna ou quand on n'est pas Nekfeu, on a du mal parfois à boucler les fins de mois, mais je suis content parce que je suis libre, et à tout moment, au pire, je retournerai dans un travail plus conventionnel.
si j'ai besoin de compléter vraiment une fin de mois ou de survivre, quoi. Mais bon, pour le moment, ça va, je touche du bois, je suis en train d'évoluer, quoi. Et est-ce que vous avez déjà fait des concerts? Ouais, des concerts, j'en fais souvent. J'en ai quasiment. Oui, j'en ai quand même, ouais, je dirais entre 3 et 4 par mois. Vraiment concert. Après, j'ai plein d'autres activités, mais j'ai fait des concerts. J'ai déjà joué à l'Opéra de Hambourg. Après, c'est parfois des prestations de 10-15 minutes seulement. Mais j'ai pu faire des concerts aussi dans des petits bars où j'ai joué pendant 1 heure, 2 heures. À Bordeaux, je joue souvent dans un théâtre qui s'appelle La Rousselle, donc j'ai aussi des concerts réguliers qui se situent vers la porte de Bourgogne, où j'ai très souvent un spectacle qui tourne. Donc en fait, ouais, j'ai plusieurs concerts, j'ai 3 concerts en fait. J'ai un concert qui s'appelle 6ème Vers, que je joue avec Beastie. Généralement, Beastie est un beatboxer qui est arrivé cette année en finale de La France a un incroyable talent. Donc vous l'avez peut-être vu avec le groupe Berry Wham. Non ? Bon, en tout cas, si vous regardez, c'est quelqu'un qui est très médiatisé. Et on a un concert de rap. Ensuite, j'ai un autre concert qui s'appelle Freestyle for Kids. Donc là, c'est encore avec Beastie et c'est un concert qui permet aux jeunes d'apprendre le rap en même temps qu'ils regardent le concert. Donc on fait monter des jeunes sur scène, on leur montre comment nos techniques d'écriture et le tout en musique en fait. Et j'ai un dernier concert qui s'appelle L'Échographe, où là c'est un concert d'1 heure entièrement en improvisation. Voilà, donc, et celui-ci se joue avec Titouan qui est un flûtiste. Et quel est votre meilleur et pire souvenir de concert? Alors, je vais commencer par le pire souvenir de concert. Ça a été en 2004. Donc tu vois, t'étais né déjà ou pas? L'année où je suis née en 2004. Voilà, tu vois, ce jour-là, il y a tellement, c'était quelque chose de tellement fort quand tu es né que ça m'a perturbé. Parce que c'était l'année où tu es né et dans ce cas, ça doit être une année très symbolique puisque c'est l'année où j'ai fait mon premier concert. Et mon premier concert, il s'est pas bien passé. Parce que mon premier concert, j'ai oublié les paroles sur scène, j'étais totalement en stress. Et heureusement que on était 2 à rapper et le deuxième, pendant que j'oubliais toutes mes paroles, il arrivait et lui il rappait ses paroles. D'ailleurs je lui passe une dédicace si jamais il entend cette émission un jour, il m'a sauvé. Il s'appelle Alex et voilà quoi, mais justement quelque part cette expérience ça montre peut-être aussi que si tu te rates la première fois, c'est pas une raison d'abandonner quoi. Tu recommences jusqu'à ce que ça marche et au bout d'un moment, si t'y tiens et si t'as envie, tu peux y arriver. Donc ouais, ça c'est mon pire souvenir de concert. Mais en même temps, c'est la plus belle leçon. Mon meilleur souvenir de concert, je dirais que c'est très difficile de choisir. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette année un concert que j'ai fait à Nantes au Ferrailleur avec Beastie justement, c'était le concert de 6ème Vers. On a fait la première partie d'un rappeur qui s'appelle Lucio Bukowski et le public était chaud. On est arrivé, on était en confiance, on venait d'avoir une aventure pour arriver à Nantes. En fait, on avait pris la voiture pour aller à Nantes et sur l'autoroute, imaginez-vous ce qui se passe. La voiture, un pneu qui pète et en plus plus d'essence, panne d'essence. Donc les organisateurs, on les appelle, on leur dit écoutez, ça va être difficile là pour venir parce que on est complètement mort sur l'autoroute et le concert il est dans pas très longtemps. Et en fait il y a la dépanneuse qui est arrivée super vite, qui nous a ramené à la station essence. On a réussi à être très efficace, on est arrivé dans les clous au concert. Et quand on a tout envoyé sur scène avec ce qui s'était passé dans la journée, c'était dingue. J'ai plein d'images de ce concert sur mon Instagram et aussi sur les clés USB, sur quelques clés USB. Si vous avez l'occasion, je vous en transmettrai. Justement, vu que vous avez fait plein de concerts, on sait également que vous êtes vice-champion du monde de
de freestyle rap et vainqueur de la Ligue de Slam de France en 2014. Ouais. Et du coup, on voulait savoir comment vous avez été amené à y participer. Ok. En fait, la musique, toi, je crois que tu as un background où tu aimes bien faire du sport. Et la musique, en fait, elle a un point commun avec le sport, je trouve. C'est que c'est avec la pratique que tu t'améliores. Et l'esprit de compétition, il te permet de te dépasser. Tu sais, c'est parce que parfois tu as envie de gagner la compétition que tu vas te dépasser et donc t'améliorer. Peu importe si tu es gagné ou perdu à la fin, le fait d'avoir eu l'esprit de compétition, ça fait que tu vas chercher à t'entraîner. Et quand on est un petit artiste comme moi au début, on n'a pas beaucoup de scènes facilement. Et donc je m'inscrivais à des tournois pour pouvoir avoir l'occasion de passer sur scène. Et quand j'allais dans les tournois, l'état d'esprit qui était positif finalement, où les gens, même si on était tous les uns contre les autres, on se soutenait tout le temps, ça m'a donné envie de faire ces compétitions et d'approfondir. Surtout quand je voyais ce que ça m'apprenait. Donc à chaque fois j'étais là à travailler mes rimes et à travailler ma créativité, ma présence scénique d'une nouvelle manière pour pouvoir réussir à être meilleur sur scène. Et ensuite ça avait une influence positive sur mes concerts. Parce que quand tu es dans une situation de compétition, la pression du public, la pression du résultat fait que tu es encore plus stressé. Et ça m'a appris à gérer mon trac, parce que j'avais des gros problèmes de trac au début. Du coup, l'état d'esprit de ces compétitions a fait que j'y suis retourné de plus en plus. Et j'ai commencé à faire des compétitions de slam en 2008. Et j'ai commencé à faire des compétitions de rap en 2013, je crois. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez toujours eu l'esprit de compétition ? Ouais, l'esprit de compétition, en fait, ça, je pense que si tu parles avec mes amis, depuis tout petit, je suis le mec qui veut toujours gagner au jeu, tu sais. Je suis le mec trop chiant, là, tu sais, celui qui dit « non, t'as triché, là, c'est moi qui dois le faire !» Enfin, tu vois, tu as des amis parfois sûrement comme ça. Mais voilà, moi, j'ai vraiment un sale caractère. Quand je joue à un jeu, je veux toujours être celui qui gagne. Et ça fait que... je crois que je peux dire que j'ai l'esprit de compétition, mais que c'est un esprit de compétition qui m'a permis de m'améliorer, qui m'a permis vraiment de développer mon art, parce que, encore une fois, je cherchais toujours à qu'est-ce que je peux apporter de nouveau par rapport aux autres, et ensuite je l'utilisais pendant mes concerts. Avez-vous fait des études ? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, j'ai travaillé dans la finance, donc j'ai fait des études en fait de finance. J'ai eu mon bac à 17 ans et ensuite j'ai raté toutes mes années d'études au début parce que j'étais pas assez mature pour aller à l'université. Et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai commencé à réussir mes premières années de mathématiques. J'étais en fac de mathématiques et j'ai commencé à vraiment étudier plutôt vers mes 19-20 ans, tu vois. Là j'ai commencé à devenir un élève un peu plus sérieux. Et ensuite ça fusait quoi, et puis je suis allé faire des études de finance. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez 3 types de concerts, dont un avec des enfants où vous leur apprenez un peu à slammer et à rapper. Et du coup, on voulait savoir si vous animiez aussi des ateliers d'écriture, parce que il me semble que des personnes de mon lycée ont participé à une compétition et vous étiez présent pour les aider à écrire. Donc, ok. Je peux te demander, c'est quoi ton lycée ? C'était un lycée sur l'île d'Oléron, le CEPMO. Oh, bien sûr. Voilà. Waouh, je connais très bien le CEPMO, bien sûr. Mais j'y retourne demain. Ah ouais ? Ouais, je retourne demain au CEPMO. C'est mon premier atelier de la saison au CEPMO. Vous leur passerez le bonjour de ma part. Voilà. Donc bon, là, les gens entendent peut-être pas l'émission au moment où on parle. Donc effectivement, le demain, il sera pas forcément valable quand vous l'écouterez, mais... ce qui est sûr, c'est clair, c'est que je retourne régulièrement au CEPMO, et le CEPMO, c'est, je crois, un de mes lycées préférés. Je sais pas, c'est tellement incroyable, exceptionnel. Les
les jeunes que je rencontre là-bas, ils ont tous une particularité, ils sont tous uniques, je trouve. Et c'est encouragé un peu à travers l'enseignement. Enfin, ouais, je retourne régulièrement au CEPMO et je fais des ateliers d'écriture. Du coup, j'étais tellement pris émotionnellement par ta question que j'ai oublié quelle est ta question. C'est pas grave. C'est quoi la question? Ma question, c'était du coup, est-ce que vous animez régulièrement des ateliers d'écriture avec des jeunes ou des moins jeunes? Tout à fait, je fais des ateliers d'écriture dans plusieurs lycées de Bordeaux, ou aux alentours en tout cas, le lycée Pape Clément à Pessac par exemple. Je fais des ateliers en Dordogne aussi, au collège Beaumont de Périgord. Je fais des ateliers un peu partout. J'ai fait des ateliers d'écriture à Sydney, j'en ai fait d'autres à Tokyo. J'en fais aussi, voilà, donc ça peut aller de l'île d'Oléron jusqu'à Tokyo. Ça dépend là où on me demande d'en faire. Et j'adore ça, c'est quelque chose qui me permet à chaque fois de... En fait, quand t'enseignes quelque chose, tu te l'apprends mieux à toi-même. Donc si tu te concentres à vraiment t'entraîner à transmettre des méthodes d'écriture, quelque part, tu vas tellement analyser tes propres méthodes d'écriture que tu vas réussir à en trouver des nouvelles. C'est comme si je te disais, en étant enseignante de sport, comme tu vas réfléchir aux exercices que tu fais faire aux gens pour s'améliorer, ça va te faire parfois trouver des nouveaux exercices pour t'améliorer toi-même. Donc j'adore ça parce que j'apprends des jeunes humainement déjà. Je découvre des jeunes potentiels qui sont incroyables. Il y a des jeunes que j'ai qui ont 13-14 ans et qui ont déjà des niveaux adultes. Et puis en même temps, j'aime cette transmission, cet échange. Donc j'arrêterai jamais de faire des ateliers, même si là je diminue peut-être un peu sur la quantité d'ateliers que je fais parce que ça m'empêche parfois de faire mes concerts et mes prestations. Mais l'idée c'est de trouver un équilibre entre la quantité d'ateliers et la quantité de concerts que je fais. Mais il faudra jamais arrêter les ateliers, c'est important. Il faut transmettre. La transmission, c'est ce qui fait la puissance de nos générations. C'est le savoir, c'est important, quoi. Et est-ce que vous avez déjà sorti des albums? Ouais, j'ai sorti un album en 2008 chez Universal Music, mais Universal Allemagne. Donc c'est un album de pop slam. Je te conseille pas de l'écouter, sauf si tu veux vraiment t'entraîner en allemand. C'est ta vocation? Non, ok, donc ne l'écoute pas. Par contre, le projet que j'ai qui est intéressant et qui est sorti, j'en ai emmené un exemplaire ici. C'est un projet qui s'appelle Sixième Vers. Donc voilà, c'est ça. Et en gros, j'ai 9 morceaux qui sont là-dessus. Je sais pas si on peut appeler ça un album, mais en gros, la plupart des albums que tu trouves, ils sont sur un CD, ou sinon ils sont sur Spotify ou en ligne. Et c'est de la musique digitale. Et là, j'ai essayé de proposer un format où, quand les gens écoutent ma musique, ils peuvent en même temps aller voir les vidéos ou voir du contenu exclusif. Voilà. Donc j'ai un projet, un album ou un LP pour être précis. LP, ça veut dire long play. Ça veut dire que c'est un peu moins qu'un album, mais c'est un peu plus qu'un single ou qu'un EP, qui sont des formats qui ont un titre et respectivement 4 titres. Et donc le LP, ce LP il contient 9 titres. Voilà, il s'appelle Sixième Vers. Et celui-ci il est cool. Enfin, moi j'aime bien, je le défends, tu vois, genre j'essaye d'être honnête. Tu vois, le projet allemand, je te dis, c'était pas trop ça. Le projet français là qu'on a fait, il a été enregistré au Togo, à Bordeaux. J'ai des musiciens qui viennent de Suisse, d'Allemagne. Il y a une peintre qui a travaillé dessus aussi pour faire l'illustration, qui est de Côte d'Ivoire. Donc voilà, il me ressemble vraiment parce qu'il a été fait en indépendant. Tu comprends ce que ça veut dire en indépendant ou pas? Non. Tout à l'heure, je t'ai dit Universal, ça veut dire qu'il y a une grande maison de disques qui m'a fait faire l'album. Et du coup, qui pouvait me dire, oui, Maras, on veut qu'il y ait un peu plus de piano ici, et on veut qu'ici, tu changes tes paroles. Donc j'étais un peu obligé de faire comme eux, ils voulaient. Et là, la différence, c'est que comme je l'ai fait en indépendant, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Et donc,
le produit, enfin la musique qui est là, elle me ressemble vraiment. Et il est sorti en décembre 2017. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content du résultat. Voilà, et ça fait déjà 1 an plus tard, quoi. Et en fait, pourquoi avoir choisi Maras comme nom? Ok. Là, t'entres dans les moments gênants. Parce que j'ai un peu honte de comment ça m'est venu, mais je vais te le dire parce qu'on est entre nous. Maras, en fait, pendant longtemps, j'ai pas trouvé mon nom de scène. Et j'avais un surnom qui m'était venu de la première fois où j'ai rappé. La première fois où j'ai rappé, qui, comme je le disais au début de l'interview, s'est faite dans la chambre de mon meilleur pote. Et la première rime, comme je savais pas quoi dire au micro, attention, il va y avoir un gros mot en antenne. La première fois où j'ai pris le micro pour rapper, j'ai fait moi c'est Mathias, putain de Maras. Et du coup, les gars, ils ont tous explosé de rire quand j'ai fait ça. Et le Maras, il les a tellement marqués que tout le monde m'appelait Maras ensuite au bahut. Et un jour, il y a eu un concours de rap, j'avais toujours pas trouvé mon nom de scène. Et c'est mon meilleur ami qui m'a inscrit. Et là, il a fait, bah si t'as pas de nom de scène, mec, on va écrire Maras. Et voilà, il a écrit Maras et depuis, tout le monde m'a appelé Maras. Et ça s'est propagé un peu comme un virus, ce nom-là. Et depuis, même mes frères et sœurs m'appellent Maras, ils disent pas Mathias, quoi. Voilà. Et du coup, comment percevez-vous la nouvelle génération de freestyle et slammer? Et observez-vous une évolution de cette discipline, de cet art? Je vais prendre discipline par discipline. Tu préfères que je commence par slam ou par rap? Comme vous voulez. Comme je veux. Ok, je vais commencer par rap. Le rap, vous connaissez? Ouais. Donc, la nouvelle génération de rappeurs, bien qu'il y ait des améliorations, on va dire, créatives et qu'il y en ait beaucoup qui sortent du lot, j'ai l'impression qu'avec tous nos médias, ils essayent tous de rapper pareil. Et que, en fait, on se retrouve de plus en plus avec des gens qui, en France en tout cas, hein, je ne me permets pas de regarder les nouvelles générations d'ailleurs, je parle de ce que je vois et de ce que je rencontre. Et dans ce que je rencontre et ce que je vois un rap qui se formate énormément sur un type d'instrumental plutôt lent et où les gars essaient de parler vite en faisant des et ils ont tous ce format-là, j'ai l'impression, un peu ce débit qui, pour moi, manque de créativité. Et en même temps, la nouvelle génération apporte une vraie créativité sur le plan visuel. Donc j'ai l'impression que, sur le point de vue des compétences scéniques, il y a un peu de régression. Mais par contre, sur le point de vue de l'apport créatif par rapport à l'art, j'ai l'impression que les clips ils deviennent beaucoup mieux que ce qui se proposait avant et que les gens sont dans des concepts beaucoup plus créatifs. Donc voilà, c'est en même temps, il y a la partie visuelle qui s'est ajoutée à la musique. Maintenant, les gens regardent la musique grâce à YouTube. Sur le point de vue slam, j'ai un regard plus positif des nouvelles générations sur les compétences scéniques. J'ai vraiment l'impression que le slam, en fait, ça se fait sans musique. Et donc les jeunes arrivent sur les tournois ou sur les scènes slam, juste avec eux-mêmes, un micro, et puis ils disent ce qu'ils ont à dire. Et justement, il y a beaucoup de styles différents. Il y en a qui viennent là pour raconter des histoires, il y en a qui viennent là pour rapper, il y en a qui viennent là pour dire des poèmes. Et il y a j'ai l'impression que les jeunes, justement, se sont vraiment dispersés dans plein de styles différents et qu'ils apprennent tellement vite que maintenant, ils sont vraiment sur le chemin de nous rattraper et surclasser les anciennes générations. Ouais. Donc, dans le slam, les jeunes font vraiment le travail et ils ne ressemblent pas à leurs anciens, ils font vraiment leur style et ça, c'est cool. D'accord. Et est-ce que vous avez de nouveaux projets pour l'avenir ? Pour l'avenir, ouais. Donc déjà, je
je continue de faire visiter Bordeaux en rap et en slam, c'est ce que j'adore faire. Donc on travaille avec les musées, on travaille avec le musée des Beaux-Arts, avec la galerie des Beaux-Arts, on travaille avec les quartiers de Bordeaux, je fais visiter le quartier de Saint-Michel, le quartier des Chartrons en rap et en slam. J'aimerais bien travailler avec des villes entières maintenant, j'aimerais bien pourquoi pas travailler avec la ville de Périgueux et la faire visiter en rap et en slam, qui sait. Et en fait ça c'est déjà un des créneaux, mais le créneau que j'espère le plus développer c'est vraiment celui des concerts sur scène, et amener des nouveautés dans mon spectacle, donc notamment celui de l'échographe. J'ai envie de faire des nouveaux morceaux, faire des nouveaux clips, donc me renouveler sans cesse. Donc en fait la question des nouveaux projets pour moi c'est une question permanente, il faut toujours se demander comment je vais faire des nouvelles choses. Ouais. Tout à l'heure vous nous avez dit que vous aviez un Instagram, mais avez-vous un site internet? Ouais, j'ai un site internet que j'actualise pas très souvent, parce que c'est ça le lot d'être un petit artiste, j'ai pas les moyens de me payer quelqu'un pour faire ma communication ou faire mes sites. Et donc j'ai un site internet qui s'appelle maraspoesie.com. Mais si on veut voir la plupart de mes infos, je pense que le mieux c'est de suivre Instagram et Facebook. Ils ont chacun leur page Maras Poésie, donc Instagram c'est Maras Poésie et Facebook Maras Poésie, et où là je poste vraiment très régulièrement où je suis, ce que je fais, mes futures dates. Voilà. Mais tu sais bien que tu me poses la question, ça me pousse à me dire Maras, réactualise ton site internet, il serait temps. Merci beaucoup Maras d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Alors maintenant, en guise de générique, vous avez improvisé un slam, mais nous avons imposé une difficulté, celle de placer les mots suivants. Alors, pupille, ok. Chemise de nuit. Chemise de nuit? Ok, super. Ah, ok. Bonne humeur. D'accord. Santé. Ok. Et dromadaire. D'accord. Très bien. Les mots, j'ai parlé avec toi et tout de suite tu me les as dit. Je vais commencer à improviser ici au centre Abadi. Allez, dis comment je pourrais commencer tout de suite dans ce défi. Je te regarde, je te vise avec le fond de ma pupille. Et c'est comme ça que je te les glisse. Les rimes, elles sont mes fils. C'est comme ça que je te le fais. Et je le fais même jusqu'à l'iris. Et j'ai envie de te dire que je pourrais rapper jusqu'à en devenir très vieux. Même si j'en ai déjà l'air. Ne te fie pas à tes yeux. C'est comme ça qu'on a claqué la pupille et ses paupières. J'ai envie de te dire que quand je pars en impro, je suis trop fier. Et si tu veux croire que demain je m'enfuis, je suis ton marchand de sable, je t'emmène la chemise de nuit. Comme ça qu'on le fait, j'ai pas toujours trop taffé. J'ai envie de te dire que mon cerveau est malade de la rime et il faut l'accepter. Dans ma tête comme une tumeur, mais je m'en fous, grâce à la poésie, je reste de bonne humeur. Yo, je pars en impro, faut pas plaisanter. J'ai envie de te dire que la rime, elle m'a toujours tenté. Elle, dans ma tête, est comme une maison hantée, mais je rapperai que je sois en bonne ou en mauvaise santé. Comme ça qu'on le fait, je ne vais pas continuer à te dire que dans mes yeux y a comme une buée, mais j'ai toujours été le boss. J'ai envie de te dire qu'avec la rime je vais faire des gosses. Ouais, les boss, comme ça que je les cale. T'as compris que je galope dans cette impro, je suis le cheval. Yo, les rimes, je les place, j'ai trop de mots. Y a qu'une bosse peut-être quand on parle du chameau. Je sais pas si c'est pas le dromadaire qui en a deux. T'as compris que moi ici en impro je fais pas de vœux. Mais une chose est sûre, c'est qu'on soit clair. Je rapperai en hiver ou même dans le Sahara, un peu comme un dromadaire. Et je pourrais continuer la rime 24 carats. J'ai envie de te dire qu'ici y a pas de mascara. Mais pourtant je te le fais, la rime elle me rend dingue. T'aurais pu placer tous les animaux, je resterai le roi de la jungle. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.